Patrick Dansette. Je suis donc cofondateur du collège CIK. Et tout d'abord, je tiens à remercier effectivement tous les participants, les membres de l'équipe de la PPA, et en particulier le professeur Denis Charpin, qui a missionné donc nos interlocutrices pour présenter donc cette association. Je tiens également à remercier toute l'équipe d'Airlab qui a aidé le Dr Fabien Schinazi à préparer donc ce 13e webinaire qui est sur les grands témoins donc de la qualité de l'air. Et je tiens à préciser à tous ceux qui se sont inscrits que s'ils souhaitent poser des questions, ils peuvent le faire sur le chat et je serai l'intermédiaire pour les poser auprès donc du Dr Fabien Schinazi et de nos interlocutrices. Fabien, je vous laisse la parole, à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Fabien Schinazi, donc je préside le collège Santé, Environnement Intérieur et Qualité de l'air. Et donc dans cette série de webinaires que nous organisons donc avec ce collège, nous avions eu une première série sur les acteurs de la qualité de l'air, les professionnels de la qualité de l'air. Et là, nous souhaitions dans cette série cette année parler des associations sous l'angle des grands témoins de la qualité de l'air. Donc nous avons reçu tout au long de cette année plusieurs associations qui travaillent sur le sujet de la qualité de l'air. Par exemple, l'Association des collectivités territoriales pour la qualité de l'air, l'Association Respire, l'Association Santé Respiratoire France, l'ARCA, l'association de recherche clinique en allergologie et asthmologie. Et nous terminons donc cette année, je les remercie beaucoup, et le président que vous avez cité, Denis Charpin, d'avoir accepté que l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique nous fasse part également de ses travaux. Et je remercie donc Delphine Bruchnich et puis Émilie Eke d'avoir eu la gentillesse de venir ce matin pour nous présenter les activités de la PPA, ses missions, et donner des exemples d'études, de travaux qu'ils mènent, qui tournent autour des sujets de la qualité de l'air, mais peut-être même au-delà en santé, environnement. Alors, la PPA, pour en dire quelques mots, pour démarrer et pour donner ensuite la parole à Delphine Bruchnich, directrice générale de la PPA, c'est une association très ancienne et que je connais évidemment depuis très longtemps. Quand je suis arrivé dans le début des années 80 à la mairie de Paris pour m'intéresser au sujet de qualité d'air, évidemment, mon laboratoire travaillait sur ce sujet déjà depuis les années 50, mais aussi la PPA, qui avait été créée en 58, travaillait aussi sur ce sujet de qualité d'air. Et donc, on a eu des relations très étroites, puisqu'on parlait le même langage avec les médecins qui faisaient partie de la PPA. Et donc, c'était des échanges permanents. D'ailleurs, mon chef de service, le professeur Bernard Festi, pharmacien, a été à un moment donné président de la PPA. Donc, vous voyez qu'il y avait des liens très étroits entre mes activités à la mairie de Paris et puis la PPA. Voilà, et donc, bien sûr, j'ai suivi les travaux de la PPA. Au départ, c'était des mesures de pollution atmosphérique. Et puis, par la suite, ça s'est diversifié, comme on va nous le dire dans un instant. Et puis, il y a quelques années déjà, pas mal d'années, une bonne dizaine ou quinzaine d'années, on m'a proposé de participer donc, au conseil d'administration donc de la PPA, ce que j'ai fait volontiers. Donc, j'ai travaillé avec la PPA sur différents sujets. Et puis, également, donc, de participer un peu plus récemment à un comité scientifique donc de la PPA, où je participe également, et j'ai eu l'occasion aussi de faire un certain nombre de travaux au sein de ce comité scientifique. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que c'est une association la plus ancienne de celles que nous avons reçues cette année, et il me paraissait important de montrer comment elle avait évolué dans le temps et comment elle avait apporté eh bien, une aide à à la fois aux médecins, mais également aux patients asthmatiques, allergiques, toute l'aide qu'on peut leur apporter. Et vous verrez, la PPA fait elle-même de son côté des webinaires destinés à des professionnels de santé ou à du public pour informer sur ce sujet de santé, environnement et de qualité d'air. Alors, merci Delphine d'avoir accepté donc, ce matin. Je vais vous donner la parole, Delphine, pour présenter l'association, parce que qui s'est largement développée, mais qui a été un peu transformée ces dernières années et qui a été organisée d'une autre manière pour répondre justement aux actualités de santé-environnement et pour
répondre aux différentes questions qu'on pouvait se poser. Et donc, vous avez mis en place à la PPA une organisation avec, il y a à la fois des bénévoles, mais il y a aussi des permanents à la PPA, une organisation pour répondre le mieux aux différentes questions. Je vous laisse la parole, Delphine, pour faire cette présentation, et puis on continuera ensuite avec Émilie. Merci en tout cas de nous avoir invités à présenter nos activités au sein de la PPA. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, pas très bien. On voit le diaporama. Ok, en tout cas, merci beaucoup encore de cette sollicitation. C'est un bel honneur de vous présenter finalement ce que l'on fait à la PPA. Donc, comme vous le disiez, Monsieur Schinazi, c'est une association nationale qui a été créée en 1958, puis reconnue d'utilité publique à partir de 1962. La PPA, elle est agréée par les ministères en charge de l'environnement et de l'éducation nationale. Il faut savoir que comme on est une association nationale, effectivement, on est implanté dans différentes régions de France et également depuis peu sur l'île de la Réunion. Donc, on a également, et c'est une des forces de la PPA, de bénéficier d'un réseau national de bénévoles qui ont des expertises diverses. Donc, on a aussi bien des biologistes que des géographes, que des épidémiologistes ou encore des sociologues au sein de notre réseau national de bénévoles. Alors, une association, c'est aussi des salariés. On est 35 actuellement répartis sur tout le territoire de la France dans les régions qui sont symbolisées là sur la carte que vous avez sur la droite. Donc, un conseil d'administration, avec une représentation, alors encore une fois, géographiquement éparpillée en France et des profils variés, aussi bien des universitaires que des personnes impliquées dans d'autres types de structures. Également des membres invités, donc également des universitaires. Donc, on retrouve le professeur Damien Cuny, Bernard Festi également, pour ne citer que au sein du conseil d'administration. Adossé à ce conseil d'administration, il y a également un conseil scientifique donc, qui est co-présidé par Damien Cuny et Franceline Marano, avec des membres que l'on retrouve dans différentes institutions ou encore organismes de recherche. Donc, le CITEPA, par exemple, INERIS, l'ADEME, EDF, l'ANSES, les différents universitaires également présents au sein de ce conseil scientifique. Donc, la PPA, selon ses statuts de 1958, a pour but de susciter, coordonner toute étude, recherche et enquête statistique sur la question de la pollution atmosphérique. Elle a également pour but d'entreprendre auprès du public des campagnes d'éducation et d'information sur les dangers de la pollution atmosphérique et aussi de présenter toute suggestion aux collectivités, organismes publics ou privés, au comité d'études en vue de l'adoption et de la mise en œuvre de toutes mesures destinées à lutter contre la pollution atmosphérique. Donc, différentes missions adossées finalement à ces statuts donc pour la qualité de l'air et plus largement sur les questions de l'environnement et de la santé. Donc, assurer une veille scientifique, un transfert des connaissances, faire monter en compétence les professionnels et les différents acteurs relais dans les territoires, informer et sensibiliser la population sur ces problématiques-là, également d'apporter une expertise dans l'élaboration et le suivi de politiques publiques. Alors, c'est particulièrement vrai cette année avec les sorties du PLSE 4 qui est décliné en région, en plan régional de santé environnement. Et également, une dernière mission qui est de favoriser les débats et le travail en réseau. Alors, Fabien l'a un petit peu souligné. Effectivement, depuis sa création en 1958, les activités de la PPA ont un petit peu évolué, donc avec la prégnance des comités régionaux qui avaient pour première activité finalement d'organiser les réseaux de mesures en appui des bureaux municipaux d'hygiène des grandes villes. À partir de 1960 a été créée la revue Pollution atmosphérique. Pour la petite histoire, c'est la seule revue de langue française qui est entièrement dédiée à la question de la pollution atmosphérique. La reconnaissance d'utilité publique en 1962. À partir des années 70, effectivement, les ASQA ont été créées, donc les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air. Et de par cette création, la PPA a progressivement passé la main sur la question de la surveillance de la qualité de l'air extérieur. À partir des années 80, toujours cette présence forte du rôle des comités en région, avec la réalisation de documents de sensibilisation et de différents outils pédagogiques en lien avec la qualité de l'air.
à partir des années 2000. Donc, on a plutôt une expertise. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai perdu mon. Une expertise sur toutes les questions autour de la qualité de l'air, sur la validation finalement de documents scientifiquement validés et de continuer finalement à mobiliser et former les différents acteurs sur le territoire. En 2018, il y a eu une mise à jour du projet associatif de l'association et finalement, connaître, informer et rassembler pour agir restent les maîtres mots de la PPA. Et finalement, nous sommes tous convaincus que chacun peut à sa mesure être acteur de la qualité de l'air et de sa santé, à condition de disposer pour cela d'informations scientifiquement validées pour permettre des choix individuels et collectifs qu'ils soient éclairés. Alors, comme on le disait, donc effectivement, un conseil scientifique, également un réseau d'experts qui vient en appui de l'équipe salariée, donc au niveau des instances nationales et régionales, donc pour tout ce qui est appui et contribution aux programmes et actions de terrain, et également pour aider et participer à l'organisation de conférences et de manifestations scientifiques. La cellule de veille donc, participe à une veille partagée et est également là pour finalement valider les informations qui sont diffusées, quels que soient les canaux identifiés par la PPA. Et enfin, le conseil scientifique est là pour orienter la stratégie des activités de la PPA et peut également être amené à se positionner sur des thématiques en fonction des retours de l'équipe salariée ou finalement des publics cibles de nos actions. Alors, les actions de la PPA, donc il y a plusieurs principes qui sont mis en œuvre pour développer ces actions, donc des approches innovantes, qu'on essaye créatives et participatives et qu'on essaye d'intégrer dans une démarche systémique, intégrative et vraiment holistique. Pour ces actions, on fait appel à une démarche de transversalité et on fait appel à la transdisciplinarité. C'est des questions qui sont essentielles quand on parle de santé-environnement. Ce sont des actions qui sont également co-construites en coopération avec les partenaires et les différents bénéficiaires, qui visent également à autonomiser et capaciter les différents publics cibles qui sont identifiés. Et enfin, dans un objectif d'amélioration continue, on évalue finalement nos actions, les impacts pour pouvoir identifier les leviers d'amélioration possibles. Des actions qui sont variées, donc aussi bien des parcours pédagogiques que des webinaires, comme le disait M. Schinazi, des sessions de sensibilisation, d'information, de la mise en réseau, des formations, de la création de documents d'information. Et au titre de certaines de ces activités de formation, il faut savoir que la PPA est certifiée Calliope depuis 2021. Donc, ce sont des actions qui sont à destination de différents publics. Alors, la population générale, ça peut également être les chercheurs, les collectivités, les décideurs politiques ou les institutions publiques. Ça peut être également d'autres associations, les professionnels, et y compris les professionnels de la santé ou encore les entreprises. Et au sein de la PPA, donc, on a plusieurs thématiques d'activités pour développer nos actions. Et donc, l'année dernière, ces activités ont été structurées en pôles thématiques parce qu'on s'est quand même beaucoup développé ces dernières années. Donc, il y a le pôle périnatalité, le pôle habitat santé et le pôle qualité de l'air, avec des activités transversales en fil rouge de ces différents pôles d'activité. Alors, tout d'abord, sur le pôle qualité de l'air, donc je vais faire très rapidement sur les différentes activités. Donc, un pôle qui intervient sur les informations à destination des collectivités et du grand public dans le cadre du projet Agir pour l'air, un projet qui traite plutôt des politiques publiques en lien avec la qualité de l'air, une démarche ambassadeur air et santé, l'entretien dans les ERP. On travaille également sur la prévention des intoxications au monoxyde de carbone et certaines actions autour d'une action plutôt en région Grand Est qui s'appelle sur la piste de l'air. Et on intervient également en partenariat avec le RNSA sur la question du pollen. Et à ce titre, on a un webinaire qui a lieu tout prochainement, donc en partenariat avec le RNSA. Donc ce webinaire étant à destination des collectivités et des professionnels de santé. Ensuite, le pôle périnatalité et environnement santé, donc, qui coordonne notamment le projet FAIT. Donc FAIT, c'est pour Femmes enceintes, environnement et santé, qui est un programme qui a été créé en 2011. Alors initialement par le Nord-Pas-de-Calais, la PPA en Nord-Pas-de-Calais avec l'Union régionale de la mutualité française. Et c'est un programme qui se déploie progressivement dans d'autres régions.
Donc, il a pour but de faire diminuer l'exposition des femmes enceintes et de leurs nourrissons à différents polluants qui sont présents soit dans l'air intérieur, l'alimentation ou encore les cosmétiques. Donc, ce sont différentes activités qui sont possibles au sein de ce pôle, au sein de ce projet. Donc, des formations des professionnels de la périnate, des accompagnements, avec toujours cet objectif de veille scientifique, d'évaluation, et toujours en partenariat avec plusieurs partenaires identifiés partout en France, finalement. L'objectif, c'est de diffuser des conseils auprès des professionnels de la périnatalité et de la petite enfance. Alors, des conseils qui soient pratico-pratiques et qui soient compréhensibles et appropriables par tout le monde, finalement. Des conseils qui visent à être facilement relayables par les professionnels et hiérarchisés aussi en fonction des besoins de l'individu, de la famille. Et avec un angle d'attaque aussi pour promulguer des conseils qui ne soient pas ni anxiogènes ni culpabilisants. Donc des conseils qui ont trait soit à la qualité de l'air dans les environnements intérieurs, avec la cosmétique, les cosmétiques et puis l'alimentation. Et juste pour que vous ayez une représentation de l'emprise des formations faites, donc là, ce sont les professionnels qui ont suivi ou qui ont été sensibilisés dans le cadre du projet fait depuis le début, donc depuis 2011, avec la localisation des professionnels de santé. Au plus le rond est grand, au plus il y a eu de professionnels de santé. Et on identifie bien effectivement la région originelle du projet. Et après, effectivement, une grosse représentation sur l'Île-de-France qui a été déployée dans un second temps. Par rapport aux activités transversales. Peut-être, oui. Delphine, vous pouvez dire un mot sur le colloque qui a eu lieu récemment dans le cadre du projet FAIT. C'est vrai que pendant la crise Covid, vous n'avez pas pu réunir ces professionnels. Vous m'aviez fait l'honneur de tirer les conclusions de cette journée où il y avait une salle pleine avec des professionnels, notamment des sages-femmes présentes. Et c'était une journée un petit peu de formation continue sur ces sujets. Vous avez évoqué les thèmes qui sont donnés à ces professionnels. Donc, et donc, dans cette journée, on faisait un peu un état des lieux et par rapport au message que l'on devait faire passer aux femmes enceintes pour ces problématiques d'environnement santé. Oui, donc effectivement, il y avait eu une première édition de la Journée nationale FAIT, donc il y a plusieurs années, effectivement, plutôt au moment des proches de la crise Covid. Là, cette année, en fin septembre, il y a eu la deuxième édition, donc qui s'est tenue à Paris. Et effectivement, c'était plus de 200 professionnels de la périnatalité et de la petite enfance qui étaient présents. Alors, majoritairement des sages-femmes, mais il n'y avait pas que des sages-femmes. Voilà, donc qui étaient présents pour actualiser un peu leurs connaissances sur certaines thématiques. Donc là, il y avait eu un focus qui avait été fait sur les cosmétiques. Oui. Voilà, et donc c'était vraiment très enrichissant par rapport à la législation aussi, un focus très important là-dessus, parce que c'est pas toujours évident non plus pour des professionnels de santé de se tenir au courant de l'évolution de la réglementation et de ce que ça a comme conséquence finalement dans la pratique quotidienne des professionnels de santé. Donc, il y avait également tout un aspect sur finalement des échanges de pratiques sur des professionnels de la périnatalité qui avaient suivi des formations, qui mettaient en place des ateliers au sein de leur structure. Voilà, un échange de bonnes pratiques, de recommandations de ce qui a été fait. Voilà, pour montrer finalement que y a la formation dans un premier temps, mais qu'on peut faire aussi d'autres choses derrière et que le projet FAIT, la PPA, est là aussi pour accompagner ces professionnels dans la mise en place de ces ateliers. Et effectivement, en fin de journée, on avait eu une ouverture avec une conférence du professeur Barouki sur la question de la santé environnement et ce qui permettait aussi d'avoir un peu sur l'exposome et d'avoir un peu cette ouverture finalement et de contribuer à continuer à dispenser finalement des informations de santé environnement aux professionnels de santé. Donc, Delphine, une belle journée. Oui, Delphine, ce projet FAIT, il est financé.
Il est financé par le ministère de la Santé, c'est ça? Alors, il est financé selon les régions dans lesquelles il est déployé par les agences régionales de santé, également par Santé publique France. On a eu un financement de la DGS également, mais là pour le colloque en fait, pour la journée nationale FAI. Et pardon, c'est en lien aussi avec Santé publique France, comme je l'ai évoqué, puisqu'il y a le site internet des 1000 jours de Santé publique France, qui était présent d'ailleurs également à cette journée nationale. Et donc là, vous formez du personnel de terrain. Finalement, vous allez sur le terrain pour former les personnes. Et il y a le site internet des 1000 jours qui effectivement apporte aussi des informations, qui est aussi réévalué. Donc voilà, c'est tout ce travail qui est fait auprès de ces professionnels sur des sujets qui ne touchent pas que la qualité de l'air, comme vous venez de le dire. Il y a d'autres sujets plus larges sur les problèmes de santé et chez les femmes enceintes et chez les nouveau-nés, les nourrissons, pour leur apporter toutes les informations et que les professionnels finalement deviennent des relais de ces messages sanitaires auprès de la population. Et donc on voit sur votre carte effectivement le nombre de professionnels qui ont été ou sensibilisés ou formés. Bon, il y en a beaucoup. Il y a peut-être certaines régions qui mériteraient aussi d'être formées. Non, je vois quelques blancs. Il y a certaines régions, effectivement, on est moins présent, mais c'est parce qu'il y a une autre structure qui propose des formations. Alors, pas toutes, alors, dans le même objectif, mais pas tout à fait sous le même format. Et globalement, en Nouvelle-Aquitaine et dans les régions où on n'est pas trop présent, c'est globalement eux qui sont présents sur ces territoires-là. Alors, on a plus ou moins un accord implicite où ils sont implantés dans les régions où on n'y va pas trop. Voilà. Après, en fonction des besoins, on peut répondre dans les régions où on est moins présent, effectivement. Et ce projet FAI, vous avez dit qu'il avait débuté déjà depuis longtemps, depuis plusieurs années. Depuis 2011, effectivement. Voilà. Donc ça veut dire quand même, ça fait pas mal d'années que ce projet a été mis en place et on voit, comme vous le montrez sur la carte, à cette sensibilisation des professionnels à ces sujets-là. Donc ça veut dire quand même que ça fait déjà plusieurs années et cette journée qui faisait un peu le point de la question et actualiser les informations était très utile. Moi, j'ai entendu des personnes dire dans la salle qu'elles étaient ravies de venir à cette journée pour remettre un petit peu les informations à jour, pour justement poursuivre les messages qu'elles devaient faire passer à la population. Voilà, merci beaucoup pour le projet. Au niveau du contexte, il y avait eu une évolution réglementaire justement sur les cosmétiques cet été. Et donc, c'était au niveau du timing et de la planification, ce n'était pas prévu comme ça, mais effectivement, c'est plutôt bien tombé et de pouvoir transmettre une information toute fraîche par rapport à cette évolution réglementaire. En fait. Et en particulier sur les substances allergisantes, je crois me rappeler également. Ouais. Merci beaucoup pour le projet FAI. Alors, vous avez parlé aussi juste avant du pôle qualité de l'air. Bon, on n'a pas pu inviter tout le monde parce que vous pouvez citer aussi le nom de Corentin Job qui anime ce pôle qualité de l'air, qui est aussi très actif, qui fait pas mal de webinaires, de formations. Comme vous l'avez montré aussi, il n'y a pas que des webinaires ou des formations, il y a aussi beaucoup de documents, de documentation. Vous alliez parler dans un instant des services transversaux. Je pense qu'on peut en dire un mot sur la communication qui est faite au sein de la PPA. Je pense que c'est de ça dont vous souhaitez parler. Allez-y. Oui, effectivement, on a beaucoup d'actions de communication également, de documentation qui sont disponibles en libre téléchargement sur les différents sites que l'on porte. On attache une attention importante depuis plusieurs années pour agir auprès des publics vulnérables, avec notamment la fiche Brasero qui a été développée il y a plusieurs années. Donc, travailler sur des actions de communication finalement qui permettent à tout le monde, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, de comprendre finalement le message de prévention qui est dispensé. Donc, également dans le cadre du projet FAI, un livret, Notre environnement, notre bébé, sa santé, inspiré de la méthode facile à lire et à comprendre, voilà, pour que finalement les professionnels de santé aient aussi à disposition des outils
à dispenser auprès des publics cibles par la suite. Et également un livret qui est sorti un peu plus récemment, donc Mon logement, mon air, ma santé, toujours inspiré de la méthode facile à lire et à comprendre qu'on peut retrouver en libre téléchargement sur le site de la PPA, avec finalement des messages très réduits en termes de quantité de texte, beaucoup de visuels, ce qui permet à tout le monde, même si on est en situation de handicap mental, même si on ne comprend pas bien la langue française, finalement de comprendre les messages clés. Alors que ce soit les choses à faire ou à éviter pour tendre vers une qualité de l'air à l'intérieur de son logement. Donc ça, c'est quelque chose de très important à la PPA. Et par rapport aux actions innovantes, donc il y a également le projet SIMCAI, donc pour simulation pour la qualité de l'air intérieur en faveur du changement de comportement. Donc c'est un projet en réalité virtuelle qui a pour ambition de provoquer des changements de comportement, de faire réduire les expositions aux polluants de l'air intérieur et des impacts finalement sur la santé des personnes. C'est un outil qui vise également à être utilisé pour former des acteurs relais et des professionnels de santé et du médico-social, de former également des étudiants, alors que ce soit en premier ou en second cycle universitaire, et également pour finalement sensibiliser les publics vulnérables aux bons gestes et aux impacts que peuvent avoir finalement leurs actions à l'intérieur d'un logement. Donc là, c'est un projet plutôt récent et qui a reçu tout récemment un prix par rapport à ce projet et aux objectifs qui sont développés dans ce cadre-là. Et enfin, donc, le pôle Habitat Santé, donc, qui est coordonné par Émilie Eke et à qui je vais passer la main pour présenter ses actions. Bonjour à tous, merci beaucoup Émilie de votre présentation. Comme vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur, car depuis de nombreuses années, je suis très impliqué auprès des conseillers qui vont au domicile, faire des visites à domicile. Je suis partie prenante parce que je participe aux 2 formations qui existent en France sur ce sujet-là. Et comme vous le savez, je suis un soutien très fort des travaux que vous menez. Voilà, donc je vous laisse la parole. Oui, merci pour votre soutien, Monsieur Schinazi, en tout cas. Donc moi, dans le cadre du pôle Habitat Santé que je coordonne, je coordonne, je déploie des coordinations de réseau. Et vous le verrez dans la présentation, historiquement avec un réseau très implanté et ancré sur la région des Hauts-de-France et des réseaux naissants dans d'autres régions de France. Globalement, voilà, pour recontextualiser, on sait que la qualité de l'air intérieur, en fait, il y a eu une bascule un peu au moment des années 70 avec la politique d'économie d'énergie qui a nécessité d'agir sur l'isolation des bâtiments avec le risque de créer un calfeutrage et sans forcément adapter le système de ventilation, avec du coup comme conséquence la concentration des polluants qu'on peut retrouver dans les logements si on se fixe sur les logements et sur les locaux plus en général, alors qu'on sait qu'on passe énormément de temps dans les espaces clos, que l'air à l'intérieur des locaux, c'est significativement plus pollué que l'air extérieur, malgré les idées reçues, et qu'il y a à l'intérieur du logement, comme l'illustre un petit peu l'image adossée, il y a une diversité de sources de pollution. Et ces polluants, ces expositions ont des impacts sanitaires par les voies respiratoires, digestives ou cutanées. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu pour recontextualiser, avec des effets qui dépendent soit de la composition chimique et de la taille des particules, des caractéristiques et des modes de vie et de l'état de santé de celui qui est exposé, et du degré d'exposition et de la dose inhalée par la personne qui est exposée. On sait que cette qualité de l'air intérieur a un coût économique estimé à 19 milliards d'euros en France. Et donc, dans ce contexte-là, voilà, on voit qu'effectivement, la qualité de l'air intérieur est un enjeu de santé publique et qu'il est nécessaire d'agir parce que, pour le coup, il y a une possibilité individuelle de pouvoir agir sur la qualité de son air intérieur.
Et donc, dans ce cadre-là, depuis plusieurs années, de nombreuses années, hein, il existe le métier de conseiller médical en environnement intérieur. Pour qu'on parle tous de la même chose, il y a plusieurs dénominations pour une même profession. Le conseiller médical en environnement intérieur, le conseiller habitat santé et le conseiller en environnement intérieur, c'est région dépendant et formation dépendant. Il y a 2 formations qui existent en France, une formation octroyée par l'Université de Strasbourg et une autre octroyée par les universités de Marseille et de Lille. Et donc, globalement, pour réexpliquer ce que c'est, le CMEI ou le conseiller habitat santé ou le CEI, vous m'excuserez de ne pas le préciser à chaque fois, mais on parle bien de la même chose, globalement, réalise sur prescription médicale, et ça, c'est souligné et volontaire parce que toute enquête environnementale est étayée d'une prescription médicale. Donc, c'est une enquête environnementale qui est réalisée sur prescription médicale pour tout patient qui souffre d'une pathologie, le plus souvent respiratoire et ou allergique. Et ça, dans le but à la fois de compléter le bilan médical en apportant aux médecins des informations sur l'environnement domestique et des expositions chroniques de son patient, mais aussi et surtout d'accompagner le malade dans sa démarche d'éviction des allergènes et des irritants auxquels il est exposé et pour lesquels il n'en est pas forcément conscient. Voilà, donc toute prescription médicale va entraîner la plupart du temps une enquête environnementale et systématiquement, il y a un rapport d'enquête environnementale qui est envoyé aux patients et aux médecins prescripteurs et des relais qui peuvent être réalisés vers d'autres compétences pour aider à la résolution et à la diminution des expositions. Globalement, il y a plusieurs temps sur la prise en charge d'une prescription médicale. Le temps en visite, pour focaliser sur ce temps-là, il y a la recherche des facteurs d'exposition qui sont liés aux habitudes de vie. Quel type d'aération est pratiqué, si elle est pratiquée, est-ce qu'il y a des comportements, des usages qui ont une implication et des conséquences sur la qualité de l'air intérieur, est-ce qu'il y a utilisation de chauffage d'appoint, il y a la recherche des facteurs d'exposition qui sont liés au bâti avec le type de ventilation, on sait que ça a une alors, vous voyez encore l'écran? Oui, c'est bon. Oui, allez-y, allez-y. Voilà, donc la recherche des facteurs d'exposition qui sont liés au bâti, le type de menuiserie, le type de ventilation, l'historique dans le logement des incidents qu'il a pu y avoir, la présence de moisissures, de facteurs évocateurs de moisissures non visibles. Tout ça est investigué précisément par le conseiller une fois sur place au logement, avec une prise des paramètres de confort qui est la plupart du temps systématique, donc la température, l'humidité ambiante, l'humidité contact, le taux de confinement, la mesure du monoxyde de carbone en saison de chauffe, et des prélèvements chimiques ou fongiques qui peuvent être réalisés chez nous quand le CMEI ou le conseiller le juge nécessaire. Voilà, et donc, outre ces recherches d'exposition et de sources d'exposition, il y a un temps qui est important lors de la visite, c'est le temps d'échange en amont de la visite du logement et en aval de la visite du logement, ce temps d'échange réalisé avec les occupants du logement et les patients sur les constats réalisés et sur les conseils qui vont amener à l'éviction, à la diminution des expositions. Ça, c'est un véritable temps qui a toute son importance pour aider à l'éviction, à la diminution de ces expositions-là. L'intérêt de ces visites, effectivement, hein, c'est pour le médecin, c'est une vraie interface entre le médecin et le patient. Ça vient compléter le bilan du médecin, comme je le décrivais en début de présentation. Ça aide à mettre en réseau le patient avec des partenaires qui, quand c'est nécessaire, ou d'autres compétences, c'est ce que je disais, quand on remarque par exemple des désordres habitat, on peut être amené à solliciter les compétences sur le domaine, que ce soit les mairies ou les services d'hygiène ou les ARS. Voilà, il y a différents interlocuteurs qui peuvent être sollicités et pour intervenir sur le dossier en question. Et ça aide aussi à la prise de conscience pour l'occupant, pour le patient, de l'impact de la qualité de l'air intérieur
et surtout des bons gestes pour préserver cette qualité de l'air intérieur. On est souvent très conscient de l'impact de la qualité de l'air extérieur et on se sent parfois et souvent un peu préservé chez soi. Et ces visites-là aident le patient, les occupants parfois à prendre conscience qu'ils peuvent agir pour améliorer l'air de leur logement. Il y a des freins un petit peu à l'efficacité parfois de nos visites. Hein. C'est le risque d'instrumentalisation du service, à la fois par le patient parfois ou par d'autres compétences. On peut retrouver des divergences d'attente quand un patient a une attente exclusive d'utiliser le dispositif pour être logé. Là, on ne se retrouve pas forcément sur les objectifs de la visite. Il peut y avoir des freins à la diminution des expositions parce qu'ils nécessitent des investissements financiers qui ne sont pas toujours facilement déployables pour pouvoir résoudre la situation. Parfois, la résolution des désordres bâtis va dépendre de la dépendance de la volonté du bailleur quand on est dans une relation de locataire et de bailleur. Et puis un autre frein parfois et sur lequel on travaille beaucoup avec des formations en entretien motivationnel ou autre, sur la problématique du changement des comportements ancrés. J'entends par là qu'effectivement parfois en visite on se retrouve confronté à des personnes qui par habitude culturelle, familiale, de transmission familiale, s'exposent de manière volontaire, mais de manière assez inconsciente à des substances qui peuvent être problématiques pour leur santé. Voilà, j'aime toujours le rappeler, la visite d'un conseiller ne sert pas en première intention. Elle va peut-être parfois pouvoir aider des situations à être débloquées, mais en première intention, une visite de conseiller ne sert pas à faire aboutir une demande de relogement, à étayer un conflit juridique ou de voisinage et à réaliser des mesures systématiques de polluants parce qu'on n'est pas bureau d'études et je reste sur le positionnement, c'est que c'est le conseiller, une fois sur place, qui juge pour conforter des hypothèses qu'il a une fois dans le logement. Il juge de la nécessité de réaliser des prélèvements ou pas. Dans les Hauts-de-France, voilà, depuis de nombreuses années, depuis un peu plus de 10 ans là maintenant, il y a eu la création de ce qu'on appelle maintenant la plateforme régionale des CMEI, qui est un véritable processus qui est collaboratif. On travaille avec l'ensemble des conseillers, avec les financeurs, avec les différents partenaires. Donc, c'est un processus qui est collaboratif et qui évolue d'année en année en fonction des constats qui peuvent être faits, des évaluations et des résultats des évaluations. Donc, comme je le disais, voilà, la plateforme existe depuis globalement début 2013 parce que avant ça, il existait sur le territoire régional du Pas-de-Calais à l'époque. On n'était pas encore dans la région des Hauts-de-France. Il existait des portages de conseillers par des structures différentes et qui agissaient de manière très indépendante sur des territoires très circonscrits. Et donc, les financeurs de ces dispositifs ont souhaité, que sont l'ARS et le Conseil régional, ils ont souhaité faire réaliser par la PPA à l'époque, qui était là pour ça, un bilan et une évaluation de ces dispositifs existants. Et donc, suite à ce bilan qui a été réalisé, les mêmes financeurs, que sont l'ARS et le Conseil régional, ont souhaité voilà, valoriser ce métier-là, le déployer et pérenniser le service en créant ce qu'on appelle maintenant la plateforme régionale, à l'époque Nord-Pas-de-Calais, ça date de tout début 2013, fin 2012, début 2013. Voilà, et donc chaque année et d'année en année, il y a eu des évolutions de ce dispositif régional et ça s'est élargi notamment en 2016 à la région des Hauts-de-France et en 2023, on fait les 10 ans de structuration régionalisée. Donc le but de cette plateforme, en fait, c'était donc en associant les différents partenaires de la plateforme, que sont les structures porteuses de conseillers et les financeurs, de donner de la visibilité au dispositif par la création, et je l'expliquerai un peu plus tard, d'un secrétariat dédié, d'un outil de gestion centralisé, voilà, donner de la visibilité au dispositif pour faciliter la prescription par les prescripteurs, par les médecins,
de coordonner les différents services et d'harmoniser les pratiques, mutualiser les moyens pour aider à la visibilité, à la lisibilité du dispositif. Et puis, autre objectif aussi de la plateforme, c'est d'évaluer régulièrement, aussi bien auprès des médecins que des patients, le dispositif, toujours dans un objectif d'amélioration continue. Donc, ce sont les différents objectifs qui ont été travaillés au fil des années en collaboration avec tous les conseillers, avec la création d'outils de travail communs, donc un travail qui date d'il y a plusieurs années sur un formulaire de prescription type, avec d'autres documents qui ont été créés servant à la visite et utilisés par les conseillers lors de leur visite. Voilà, des outils documentaires travaillés en commun également avec les conseillers de la plateforme qui reprennent un peu toutes les thématiques de l'air intérieur et qui les détaillent avec des explications et les conseils pour diminuer. Donc ça, vous retrouverez toutes ces fiches sur le site de la PPA. Voilà, un travail sur un rapport type, tout ça pour aider à la lisibilité du dispositif et à l'harmonisation, pour qu'un médecin, quand il prescrit, ait une réponse à peu près commune, même si chacun a sa patte et son individualité dans le rapport. Il y a une trame et un fond qui est globalement commun dans la région des Hauts-de-France. La plateforme, voilà, il a fallu centraliser toutes les données qui pouvaient être issues des prescriptions et des visites. Et il y a du coup un outil de gestion centralisé qui a été créé et qui permet, donc on le voit là, j'ai anonymisé les choses, qui permet d'extraire toutes les données issues des prescriptions et issues des visites pour pouvoir réaliser les bilans annuels demandés par les financeurs et les évaluations. Évaluations régulières qui sont importantes et qui ont une véritable importance pour faire évoluer, pour prendre conscience parfois des atouts, mais aussi des faiblesses du dispositif. Donc des évaluations qui sont réalisées depuis le début de la création régulièrement, tant auprès des médecins prescripteurs que des patients, avec voilà, des modalités d'évaluation qui diffèrent selon les années, un nombre de patients interrogés en 2020 qui a été vraiment intéressant, et ça a été lié au confinement où les patients étaient présents chez eux et donc disponibles pour pouvoir répondre à l'évaluateur. Donc avec un panel cette année-là de plus de 65% de patients répondants, et donc ça a fait l'objet d'un article et d'un poster qui a été présenté lors de différents colloques. Voilà, donc comme je le disais, tout ça vraiment dans un but d'amélioration continue, et en fait ce modèle-là a été souhaité par d'autres régions, d'autres ARS, d'autres régions. Le modèle avait été présenté à plusieurs ARS qui ont souhaité le déployer avec des spécificités territoriales. C'est pas une duplication tout à fait exacte, mais c'est voilà, un modèle déployé dans de nouvelles régions, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA. Je le disais, là on parlait d'amélioration continue et notamment sur la question des prélèvements, et ça on le voit même actuellement, on voit que la question des prélèvements est un réel problème et une vraie question qu'il faut se poser dans toutes les régions qui portent des conseillers, parce que c'est pas facile de savoir quand il faut prélever, et surtout ça a un coût, et là-dessus il y a une volonté vraiment des financeurs de maîtriser ce coût-là et de réfléchir à comment
comment et quand prélever. Et donc, dans les Hauts-de-France, c'est vrai que la philosophie de la plateforme, c'est de ne pas faire de prélèvements de manière systématique. Les prélèvements chimiques qui sont vraiment très, très rares, hein, c'est vraiment très, très à la marge, c'est externalisé vers un labo de kits de prélèvement. Les prélèvements fongiques, pour les prélèvements fongiques, on a un partenariat avec le docteur Fréal, qui est mycologue à l'Université de Lille, et un arbre décisionnel qui avait été conçu lors d'un comité scientifique qui regroupait, Monsieur Schinazi, à l'époque vous en faisiez partie, me semble-t-il, les conseillers et des mycologues et des experts, des médecins prescripteurs pour réfléchir à un arbre décisionnel sur lequel peuvent s'appuyer les conseillers pour prendre la décision de réaliser ou pas des prélèvements fongiques. Voilà, ça c'est les différentes régions qui ont été déployées, et il manque la carte de la région PACA. Voilà pour ce qui est du projet des conseillers et des enquêtes environnementales. Je laisse la parole à Delphine pour terminer. Oui, je voulais poser une question, peut-être aussi Patrick aura une question. En fait, le rôle de cette CMEI ou de cette CMEI est fondamental. Comme vous l'avez dit, c'est déjà l'interface entre le médecin et le patient. Le médecin ne va pas à domicile le plus souvent, donc ne connaît pas l'environnement de son patient, même s'il peut lui poser des questions. On voit très bien que quand vous allez faire une visite, les réponses qu'il a données au médecin ne correspondent pas forcément à ce que vous voyez vous-même sur place. Donc, oui, ça permet d'objectiver. Hein. Exactement. Première interface donc, entre médecin et patient, c'est cet accompagnement également que vous faites du patient par les conseils que vous lui donnez, et avec une évaluation que vous avez évoquée également. Mais il y a aussi l'interface avec d'autres services. Parce que, comme vous l'avez dit, parfois la conseillère s'arrête à un moment donné, elle ne peut pas rentrer dans des aspects de la salubrité, de relogement ou d'autres actions qui doivent être menées sur le logement. Et vous êtes aussi l'interface, c'est-à-dire que vous pouvez diriger, faire un signalement, de diriger le patient vers d'autres structures qui prendront en charge ces éléments-là que vous ne pouvez pas faire, parce que vous avez un diagnostic environnemental du logement du patient et des conseils et l'accompagnement. Il y a des moments, il y a certaines choses où vous ne pouvez pas aller au-delà, notamment quand le logement est dans un état parfois difficile. Et donc, mais vous avez la possibilité d'orienter vers d'autres structures. Et donc, je trouvais que ce mot interface correspondait très bien à votre travail, ce maillon de la chaîne que vous avez entre le médecin, le patient et d'autres structures avec d'autres compétences pour être ce point d'entrée. Dernier point, vous avez dit que vous interveniez sur prescription médicale. Ça, c'est depuis le début. Ça a été fait pour accompagner les patients dont le diagnostic avait été fait par un médecin et que le médecin souhaitait qu'on aille plus loin dans le diagnostic environnemental et demande à la conseillère d'aller au domicile. Bon, on s'est posé beaucoup de questions si ces conseillères, du fait de leur expérience et de leurs compétences dans ce domaine, pouvaient faire des enquêtes en dehors de prescription médicale. Alors, il y a d'autres structures qui font des enquêtes environnementales et autres. Bon, on dit bien que la CMEI reste uniquement sur la notion de prescription médicale et on n'en sort pas. On est bien d'accord? On est bien d'accord. C'est vraiment le préalable à toute enquête environnementale. C'est le médecin qui prescrit parce qu'il a un besoin de savoir et qu'il a un besoin que son patient soit accompagné pour l'aider à ce que les expositions chez son patient diminuent. Donc oui, c'est le préalable indispensable à toute enquête environnementale et ça, pour le coup, dans les Hauts-de-France, on n'y déroge pas. Alors, il faut aussi que le médecin vous connaisse vos actions. Donc, il y a certains médecins qui connaissent bien vos actions, notamment des spécialistes, voire des médecins généralistes, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je crois qu'il y a aussi des actions à mener pour mieux faire ça. Donc, je pense quand même que depuis qu'on parle maintenant de ces visites à domicile, les médecins commencent un petit peu à connaître, mais il faut encore convaincre certains de tout ce que vous pouvez leur apporter. Et ces évaluations que vous avez développées, c'est important aussi de faire savoir aux médecins tout ce que vous pouvez apporter aux patients en termes d'accompagnement dans leur environnement intérieur. Vous avez évoqué la qualité d'air intérieur. Moi, je vais plus loin. C'est l'environnement intérieur que vous regardez avec toutes ses composantes, parce qu'il y a des bureaux d'études qui peuvent faire des mesures de qualité d'air intérieur. Vous allez quand même beaucoup plus loin, parce que vous avez une formation d'ordre médical dans votre formation pour bien comprendre les pathologies des patients
Et vous n'êtes pas là pour faire uniquement de la mesure de qualité d'air ou autre, vous êtes là vraiment dans un sens d'accompagnement et de conseil pour les patients. Je pense que c'est important de le dire pour ceux qui, et pour les médecins d'abord, qui vont souhaiter vous demander, qui vont vous demander d'aller au domicile, mais pour les patients aussi, qui sachent tout ce que vous pouvez leur apporter, et que ce n'est pas uniquement un prélèvement que l'on va faire et pour dire voilà, vous avez tel ou tel polluant. Vous allez beaucoup plus loin et je ne sais pas si vous avez dit le temps que vous passez au domicile. C'est long, non, la visite. Ça dure un certain temps, non, 1 heure, 2 heures. Le temps Oui, que oui, vous alors passez. oui, c'est variable d'une visite à l'autre parce qu'il faut savoir, Bien on a sûr, beau faire beaucoup de visites, chaque visite est individuelle, hein, donc bien sûr. une visite n'est jamais la même qu'une autre et Des le temps de visites visite peut personnalisées. varier. Pardon? Non, je disais, c'est des visites personnalisées. C'est des visites personnalisées, oui, oui, avec des conseils qui sont personnalisés, qui sont hiérarchisés. Qui sont voilà. dépendants des observations qui sont faites pendant la Oui. visite, par rapport aux questions aussi apportées par les personnes qui effectivement habitent au Donc le logement. temps En fait. peut être variable. Oui, donc le temps Le peut être temps peut être variable. variable. Le temps peut durer de 1 heure, 1 heure et quart à parfois 2 heures et demie, 3 heures selon les Oui. problématiques, selon Ben, tout dépend de la pathologie, tout dépend de la pathologie du patient, de savoir ce qu'on peut trouver. Je termine, vous intervenez uniquement sur la sphère respiratoire. Hein. C'est des patients qui ont des problèmes de maladies respiratoires. Vous avez parlé des allergies, de problèmes respiratoires. Vous n'intervenez pas pour d'autres pathologies. C'est vraiment sur la sphère respiratoire. Pour les CMEI, oui, c'est les pathologies respiratoires et ou allergiques. Ouais, oui, effectivement. Oui. OK. Et après, par rapport à ce que Patrick, vous disiez sur le fait que certains professionnels ne nous connaissent pas, oui. voilà, c'est un des principes des actions de la PPA, c'est de travailler en collaboration finalement avec les structures qui financent l'activité. Et on réfléchit conjointement donc avec les financeurs du projet sur finalement dans quel territoire porter une attention privilégiée pour faire la promotion du dispositif. Justement pour maîtriser, parce oui. qu'effectivement, il est nécessaire de communiquer auprès des potentiels prescripteurs, que sont les médecins, mais cette communication, il faut qu'elle soit maîtrisée parce qu'effectivement, derrière, les réponses et dans les territoires sont la capacité à pouvoir répondre et à réaliser est très variable en fait. Donc on ne peut pas non plus se laisser déborder. Bien sûr, je dirais qu'il faut encadrer les demandes. Il faut vous faire connaître et aussi il faut faire une demande qui soit circonstanciée. C'est une prescription médicale. Donc, moi, je l'assimile à des examens biologiques qu'on va demander ou à des examens d'imagerie médicale. On les demande pour aider dans son diagnostic. Et vous, l'analyse de l'environnement, c'est pour aider aussi au diagnostic. Absolument. Donc, c'est un ensemble d'examens qui sont faits à destination du médecin. Oui, Patrick, allez-y. Allez-y, Patrick. Oui, je me permets de reprendre la parole parce qu'il nous reste que quelques minutes. J'ai 3 questions d'Éric Poncelet, qui est président de Polytrac. Je vais me permettre de les lire. Il nous dit le CNRS et l'INSERM viennent de montrer magistralement la forte corrélation entre PM2,5 et mortalité Covid. La mortalité Covid augmente jusqu'à 40% pour chaque microgramme par mètre cube, au-dessus de la limite journalière des 15 microgrammes recommandés par l'OMS. Ce cocktail péjoratif virus PM2,5 concerne probablement d'autres atteintes respiratoires, dont la bronchiolite et la grippe. Comment la PPA peut-il contribuer à faire passer ce message auprès des décideurs et du grand public? Ça, c'est sa première question. La deuxième est un peu également sur le sujet des pics de pollution PM2,5 et au fait, effectivement, que l'Asie et l'Amérique du Nord a tablé sur les PM2,5 alors que nous serions sur les PM10. Donc sa question, c'est de savoir comment est-ce que ce critère-là peut changer. Et effectivement, les particules PM2,5 sont considérées par tous les spécialistes comme le plus dangereux de tous les polluants aérosols. Pourquoi ne sont-ils pas obligatoires puisqu'aujourd'hui, ce qui est testé dans la réglementation, c'est le CO2, benzène et le formaldéhyde. Merci Patrick de ces questions. En fait, Delphine va répondre parce que nous avons un groupe veille scientifique qui a été présenté tout à l'heure et ces sujets sont traités au sein du groupe veille parce qu'on regarde les publications. La publication qui a été citée, nous en avons discuté à la dernière réunion du groupe veille, cette situation entre Covid et pollution atmosphérique. On a pris connaissance des travaux. D'ailleurs,
une des personnes qui fait partie du conseil scientifique, Isabella Nesi-Mazzano, était co-auteur de l'article qu'il cite entre pollution et Covid. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire. En fait, à la PPA, ce groupe veille scientifique étudie les publications et ensuite passe les informations auprès des salariés par rapport à ces sujets-là. Alors, je regrette, comme lui, parce qu'on en a déjà parlé, que les PM2,5 ne soient pas comprises régulièrement dans les analyses atmosphériques qui sont faites à l'intérieur des locaux. Là, on parlait de l'intérieur des locaux. Il parlait de la réglementation avec formaldéhyde, CO2 et puis benzène. Mais je ne désespère pas, au nom du Haut Conseil de la santé publique cette fois-ci, et avec l'appui de la PPA, que nous travaillons sur ces sujets-là pour introduire ces notions de mesure de particules, parce que je pense qu'on est un peu démunis en termes de connaissances de l'exposition à ces particules. Et on y travaille aussi du côté du Haut Conseil de la santé publique par rapport aux paramètres à mesurer dans d'éventuelles futures réglementations. Voilà. Je pense que Delphine, vous partagez ma réponse, et notamment par le groupe Veille, qui suit très bien ces travaux et qui essaye. Donc voilà. Alors, vous avez noté quand même que la CMUI ne peut pas devenir un bureau d'études de mesure de qualité d'air intérieur, parce qu'elle a ses limites aussi en termes financiers aussi, on ne peut pas. Mais en tout cas, ces notions-là sont bien intégrées, notamment par le comité scientifique de la PPA, et on essaye donc de travailler sur ces sujets et de voir ce qu'il est possible de faire, soit dans le pôle qualité d'air qui vous a été cité tout à l'heure, soit dans le pôle habitat santé, voir ce qu'il est possible de faire pour mieux connaître l'exposition de ces personnes. Et peut-être on pourrait s'apercevoir, quand on va au domicile, que certaines personnes sont exposées à des niveaux élevés en PM2,5 et qu'ils ont des pathologies allergiques ou d'autres pathologies infectieuses, et qu'on sait pertinemment que cette association peut aggraver la situation de ces patients. Donc, je pense que ça méritera, en tout cas, on est au courant et ça évitera. Alors, il faut que je m'arrête. Oui, je compléterai la phrase de Monsieur Schinazi. Je suis totalement d'accord et je partage son avis et sa réponse. Effectivement, parmi les maîtres mots de la PPA, c'est informer pour agir. Alors, on n'a pas beaucoup d'autres leviers que de faire passer ce genre de message aux différents publics, mais également de faire remonter finalement aux structures qui nous financent, qui nous suivent, de leur faire relayer aussi ces informations-là pour essayer finalement de faire bouger les choses. Voilà, on est une association nationale reconnue d'utilité publique. Néanmoins, on n'est quand même que 35 et voilà, avec donc on a différents leviers qu'on peut mettre en œuvre de par le conseil d'administration, la pluralité des instances qui sont représentées, le conseil scientifique, les différents bénévoles. Après, voilà, on remplit cette mission, on essaye de le faire et d'informer le plus possible les personnes sur les différentes problématiques. Donc, informer pour agir en 58, ce n'était pas les mêmes problématiques qu'actuellement. Et je pense qu'on n'a pas fini de travailler en ce sens-là. Et je pense que la dernière diapositive montre justement toutes les ressources en ligne que l'on peut, où on peut aller, le site internet et puis les différents documents dont vous avez parlé, où il y a énormément d'informations de la part de la PPA. Et donc, pour compléter tout ce qu'on a dit ce matin, parce qu'on n'avait qu'une heure, je comprends très bien, Patrick, on est limité dans le webinaire va se terminer dans quelques secondes, Fabien. Très bien. Donc, il faut qu'on conclue. Je vais me permettre de conclure et de remercier évidemment Delphine Romich et Émilie Henke pour ces présentations, vous aussi Fabien. Alors, vous êtes une association d'utilité publique, nous sommes juste un collège et on est, vous voyez, vous êtes 35, on n'est que 4 et on essaye de gérer tout cela au mieux. C'est vrai que c'est important que les participants à ce webinaire puissent nous soutenir. Donc, je les invite évidemment à aller voir notre site et participer donc à la suite de ce webinaire et à la suite des actions que nous menons, autant sur les webinaires que sur les matinales, qui traitent toujours donc de santé, d'environnement intérieur et de qualité d'air. Fabien, je vous remercie, ainsi que toute l'équipe donc d'Airlab pour avoir préparé donc ce webinaire. Et j'espère donc à bientôt. Et la prochaine, Fabien, la prochaine webinaire sera sur. Alors, en fait, nous avons proposé de faire l'année prochaine une autre série de webinaires sur les entreprises
et la qualité de l'air. Donc, on va aussi, cette fois-ci, interroger des entreprises qui s'intéressent à la qualité de l'air et ils vont nous faire part de leurs actions. Et comme vous le savez aussi, pour les entreprises, nous souhaitons que des étudiants aussi soient associés, des seniors en entreprise, pour travailler sur ces sujets-là. Donc, voilà. Et je pense que la prochaine serait prévue le 24 janvier, mais tout ceci, vous aurez toute l'information nécessaire pour la nouvelle série. Donc, concernant cette fois-ci, après Voilà. les professionnels On a de fait, les acteurs, les entreprises. De fait une démarche pour voir les entreprises s'engager pour la qualité de l'air. Donc, on leur fait passer les messages et j'espère qu'on aura l'occasion donc de les avoir en webinaire. Merci Fabien. Merci beaucoup à tout le monde. Bien.